Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Madeleine Testiller, qui est une artiste peintre, sculpteur. Et si nous vous avons invité, Madeleine, aujourd'hui, c'est pour entendre votre témoignage, nous raconter un peu votre vie. Vous avez vécu des moments heureux et des moments difficiles. Vous êtes une survivante de la Shoah. Alors, par quoi voulez-vous commencer? Peut-être qu'on peut parler de vos parents d'abord? Eh bien, mes parents étaient d'origine polonaise. Ils ont émigré en France en 1930. Mon père a réussi brillamment, malheureusement, très court. En 1941, il a été déporté. Donc, toute son émigration vers la France, ce pays de la liberté, n'a duré que 11 ans. On dit heureux comme Dieu en France, mais pour lui, ça ne s'est pas vérifié. Tout à fait. Alors, vous aviez quel âge à cette époque? Eh bien, toute l'histoire commence, j'ai 8 ans. Et pour bien la comprendre, il faut que je parle de la déportation de mon père qui a précédé la mienne, mais qui permettra de comprendre la suite. Alors, d'accord. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, mon père a été pris dans la fameuse rafle qu'on appelle la rafle des billets verts. Et mon mari. Mon père s'est porté presque volontairement à la convocation, puisqu'il avait fait auparavant son service militaire et son capitaine lui avait dit « Mes enfants, vous êtes français maintenant ». Et quand il a reçu cette convocation, il a dit à ma mère « Je n'ai pas peur, mon capitaine m'a dit que je suis français ». Il s'est présenté à la convocation des billets verts et n'est jamais ressorti. C'est-à-dire qu'il était naturalisé français? Non, il n'était pas naturalisé français, mais il avait quand même fait son service militaire en tant qu'engagé volontaire pour la France. D'accord, et il pensait que ça suffirait pour le protéger? C'est ce qu'on lui avait dit. C'est ce qu'on lui avait dit. Et quelque part, vous lui en voulez d'avoir cru à ça? Je ne lui en veux pas, parce qu'il était sincère, il y croyait. Je pense que, je suis née en France, moi je suis née à Paris. J'ai beaucoup aimé mon pays, et mon pays qui m'a vu naître. Mais mon père, qui n'a vécu que 11 ans en France, je crois qu'il aimait encore plus ce pays que moi-même. Il était vraiment convaincu que c'était un pays magnifique et qu'il allait être protégé par ce pays. Alors, il avait appris le français, bien sûr. Oui, il avait appris le français. Il chantait « J'attendrai », cette fameuse chanson que tout le monde connaît et que j'entends en pleurant. Et il y croyait. Et à la maison, vous parliez en yiddish ou en français? Eh bien, je crois que mes parents parlaient français comme des émigrés, quoi. Et qui parlaient souvent entre yiddish pour que les enfants ne comprennent pas. Et je crois que c'est comme ça que j'ai fini par apprendre le yiddish et que je parle le yiddish. Disons que toute l'histoire commence, j'ai environ 8 ans, suffisamment grande pour comprendre ce qui se passe, et suffisamment jeune, je pourrais même dire suffisamment petite, pour ne pas prendre les choses trop au sérieux. Disons qu'à cet âge-là, on a encore l'âge de l'enfance, on a encore envie de s'amuser, et les choses ne prennent pas la signification qu'elles ont en réalité. Je pense que si à l'époque j'avais eu, je ne sais pas, moi, 12, 13, 14 ans, la situation aurait été beaucoup plus difficile. À cet âge-là, je pense qu'on n'est pas suffisamment lucide pour... c'est un peu l'aventure, en fin de compte. C'est difficile à dire, mais c'est vrai, sur le moment. Maintenant, avec le recul, bien entendu, j'ai compris ce qui s'était passé. Et malheureusement, j'en ai encore lourd sur le dos à traîner. Mais sur le moment, nous changions très souvent d'endroit et c'était un peu l'aventure. Oui, c'est-à-dire qu'à 8 ans, c'était une sorte de jeu pour vous, peut-être? Oui, voilà. Oui. On dormait par terre au gré de l'exode, quoi. Avec d'autres enfants, c'était pas aussi dramatique qu'on aurait pu le croire. Et puis, on ne pouvait pas arriver à imaginer ce qui allait se passer par la suite. Alors, votre père, il faut peut-être dire son nom, c'est la famille Reimann. Mon père s'appelait Reimann, il s'appelait Abraham Reimann. Ma mère s'appelait Malka. Et mes parents étaient fourreurs. Et c'est grâce au métier de mes parents que je peux témoigner aujourd'hui devant vous. C'est-à-dire, c'est ça qui vous a sauvé? C'est ça qui m'a sauvé, exactement.
Racontez-nous. Alors, je reviens au départ. Mon père a été convoqué par ce fameux billet vert et il a été amené à Pithiviers. Et quelques mois après, ma mère a essayé d'aller le voir à Pithiviers. Elle a réussi à le voir. Quelque temps après, encore une fois, elle essaye d'aller à Pithiviers et impossible d'y aller. Donc, elle rencontre à ce moment-là une dame dans le train qui lui dit « Pourquoi vous pleurez ?» Ma mère lui dit « Je n'ai pas pu aller voir mon mari. Qu'est-ce que vous vouliez faire ?» Lui apporter un colis. Et cette dame lui dit « Donnez-moi ce colis, je vais m'en occuper. » Donc, ma mère n'avait rien à perdre. Elle donne ce colis à cette personne et il s'avère que cette personne, son mari était gardien dans le camp de Pithiviers. Donc, pourquoi cette personne s'est intéressée à ma mère et pourquoi il était gardien dans le camp de Pithiviers? Par la suite, nous avons compris pourquoi. Il était lorrain et les Lorrains et les Alsaciens à l'époque ont été engagés dans l'armée allemande ou dans la Wehrmacht ou dans d'autres situations aussi agréables pour eux. Donc, en fin de compte, il était en travail obligatoire dans ce camp de Pithiviers où j'ai été mise en nourrice par la suite. Donc, je suis allée en nourrice et j'allais voir mon père dans le camp de Pithiviers. Je pense que ça, c'est unique. Incroyable. Alors, vous avez ensuite... c'est-à-dire que votre père a été déporté en 1942 ensuite à Auschwitz? Mon père a été déporté en 1942. En 1941, moi j'étais chez ce monsieur qui s'appelait Schiffmacher. Je donne son nom parce que je lui dois beaucoup. Donc il s'appelait Schiffmacher et j'allais à l'école. J'allais à l'école primaire, à l'époque on appelait ça l'école communale. J'allais au catéchisme, j'allais chez les bonnes sœurs et j'allais à l'église. Donc à l'époque les grandes vacances avaient lieu au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, ma mère demande à ce qu'on vienne la voir à Paris. Donc, nous partons de Pithiviers pour aller à Paris. Et au moment de la rafle du Veldiv, nous nous trouvions à Paris. Normalement, nous aurions dû être chez cette nourrice à Pithiviers. Mais comme c'était les grandes vacances, nous nous trouvons à Pithiviers. Donc, ils arrivent vers, 4-5 heures du matin. Je viens chercher votre mari. Ma mère dit, mon mari est déjà parti depuis longtemps. Donc, habillez-vous, vous et vos enfants, on vous amène. Ma mère était une maîtresse femme, elle prend les meubles, elle les jette par la fenêtre, elle hurle. Et Dieu merci, elle avait désobéi. À l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir de téléphone, n'avaient pas le droit d'avoir de radio. Et ma mère, probablement, a désobéi et n'a pas rendu le téléphone. Donc je reviens un petit peu en arrière avec un petit comeback, en disant qu'on avait dit, pendant que mon père était à Pithiviers et mes parents étant fourreurs, si vous donnez des machines et si vous commencez à travailler, on fera sortir votre mari du camp de Pithiviers pour également travailler. Ma mère faisait n'importe quoi pour pouvoir libérer mon père, a commencé à donner des machines. C'était une maison qui était à Paris, qui s'appelait la maison Grundel et qui était au 6 rue Martel. Vous voyez que ma mémoire est fidèle. Donc, ma mère donne des machines. Et bien entendu, quand arrive la rafle du Veldiv, on n'a toujours pas libéré mon père. Donc, le téléphone qui était là, par hasard, puisque ma mère avait désobéi, elle prend le téléphone, elle téléphone en hurlant « Vous n'avez pas fait sortir mon mari, faites quelque chose pour moi et mes enfants. » Et nous voilà embarqués. Alors, je me souviens, avant d'avoir été au Veldiv, on nous a parqués dans un endroit. D'après mes renseignements, je ne sais pas si c'était le carreau du Temple ou le gymnase Japy. C'était un des deux endroits. Donc, après, des autobus sont venus nous chercher. Et puis, nous sommes arrivés au Vélodrome d'hiver. Donc, le Vélodrome d'hiver, je crois que nous étions les premiers autocars. Très peu de monde. Et petit à petit, nous avons vu le vélodrome se remplir, faisait une chaleur épouvantable, des odeurs, les latrines étaient bouchées presque au début. Il y avait du sang par terre, les femmes... les conditions d'hygiène. Les conditions d'hygiène, il n'y en avait pas à boire.
Donc, il faut encore le redire et encore. C'est des gendarmes français. Absolument, absolument. Les gendarmes français qui sont venus nous chercher et qui ont fait tout le travail. Absolument, absolument. Il n'y avait absolument aucun Allemand qui était dans les parages. Il n'y avait que des Français. Vous n'êtes plus beaucoup à témoigner de cette histoire. De par le monde, peut-être que nous sommes une dizaine. Mais aucun enfant n'est revenu des camps de Rancy et de Pithiviers. Alors, par quel miracle vous avez survécu à cette Alors, rafle ? je vais vous le dire, mais il y a une chose qui me tient à cœur. J'habitais à l'époque rue du Temple avec ma sœur, ma mère, et il y avait une autre dame qui avait un petit garçon qui s'appelait Lazare, qui avait lui 9 ans, et une petite fille, j'ose même pas en parler, elle avait 3 ans, elle s'appelait Régine. Et comme les maris ont été déportés ensemble à Pithiviers, les 2 femmes se sont rapprochées. Et nous avons été au Veldiv ensemble. Donc, à un moment, ma mère entend des bruits qui courent au Veldiv, comme quoi les premiers convois vont être dirigés vers Pithiviers. Donc ma mère est volontaire pour aller à Pithiviers, en espérant se retrouver à Pithiviers, puisque nous connaissions le gardien du camp de Pithiviers. Donc, toujours dans les autocars, on nous met cette fois-ci beaucoup plus confortable, c'est-à-dire dans des wagons à bestiaux, avec un seau, une petite tablette de chocolat meunier qui avait environ 5-6 cm sur 2 cm, c'était des petites tablettes individuelles par personne, une boîte de sardines, et le wagon plein, femmes et enfants, que des femmes et enfants. Et puis le wagon commence à rouler. Ma mère écrit un petit message, et heureusement il y avait des gens, parce que au passage je cite un petit peu tout. Ma mère écrit un message, et ce message est arrivé chez des voisins à Bonport. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais juste pour dire quand même que ce message que ma mère avait envoyé par la fenêtre du wagon à bestiaux est arrivé. Donc le train roule et nous passons devant la gare de Pithiviers. Ma mère pleure parce qu'on ne s'arrête pas à Pithiviers. Donc on continue et en fin de compte on s'arrête à une gare qu'on ne connaissait pas et c'était Bonne-la-Rolande. Donc je pense que nous avons été le premier wagon à bestiaux qui a débarqué à Bonne-la-Rolande, le premier ou le deuxième. Le camp était vide. Je me souviens, c'était la baraque 8. Il n'y avait personne. Et toujours pareil, l'enfance. On commence à jouer à cache-cache dans toutes les baraques qui sont vides. Il y a des chalets partout, des lits les uns sur les autres, trois étages. Et on nous attribue cette fameuse baraque numéro 8 avec 3 chalets pour 6 personnes. Donc il y avait ma mère, cette mère de cette voisine, ce petit garçon Lazare avec qui je dormais. Et la mère de Lazare dormait avec la petite sœur et ma mère dormait avec ma sœur. Donc nous avions 3 lits pour 6 personnes. Et ça, c'est très 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 important pour moi de le signaler. Parce que nous avons vécu peut-être une semaine, 10 jours ensemble, je ne sais pas. Et on jouait. Il y avait même un théâtre à côté de notre baraque que les hommes avaient installé avec un piano. À côté des latrines, il y avait un petit jardin avec des tomates, différents légumes. Et bien entendu, les enfants, on a tout de suite massacré cette chose-là, que les hommes avaient fait certainement avec beaucoup de soin. Il y avait très peu de temps entre ce que les hommes sont partis et que les femmes et les enfants sont arrivés. Et ma mère, qui avait commencé à organiser un petit peu ce qui se passait à l'intérieur du wagon à bestiaux, dès que nous sommes arrivés à Bonne-la-Rolande, a été nommée pour travailler à la cuisine. Donc elle a travaillé à la cuisine, ce qui nous a permis d'avoir une gamelle un peu plus consistante que les autres. Et la gamelle comprenait des haricots, du bouillon cube. Et nous avons vécu là-bas un moment. Madeleine, je me permets de vous interrompre dans ce récit, parce que ce qui m'a toujours frappé depuis que je vous connais, c'est votre optimisme. Vous respirez la joie de vivre.
On le voit aussi d'après vos tableaux, c'est beaucoup de couleurs, etc. Et pourtant, vous avez vécu des drames humains incroyables. Et je me demande un peu, quel est votre secret et comment vous avez fait pour... Alors, je suis un peu étonnée que je donne cette impression. Parce qu'en réalité, je ne le suis pas. Je crois que je suis plutôt une personne réservée, timide, optimiste. Peut-être que la vie reprend le dessus. Je crois être plus atteinte maintenant, effectivement, que dans ma jeunesse. Maintenant, quand je vois un film sur la Shoah, je suis beaucoup plus émue qu'auparavant. Plus ça passe, je me demande comment a pu... Vous voyez, j'arrive pas à m'exprimer. Comment a pu se passer des choses comme ça? Horrible, oui, bien sûr. Alors, lorsqu'on parlait de ça ensemble, on avait un peu abordé le thème de la résilience, si vous vous en souvenez. Oui. Et vous m'avez dit qu'il y avait quelqu'un qui en a parlé, que vous appréciez particulièrement. Bien entendu, bien sûr. De qui s'agit-il? Boris Cyrulnik? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Lui-même était un enfant caché. Oui, il dit des choses tellement... Avec mon ressenti, vraiment, c'est des choses extraordinaires. Vraiment, j'aimerais bien pouvoir le rencontrer. C'est quelqu'un de très sympathique, tout le monde le dit. Et qui a beaucoup étudié ça. Vous n'êtes pas, comme on a dit, pas nombreux. Et je suis assez étonnée quand je fais le bilan de ce que je suis. Parce qu'en réalité, je suis tel que je suis, comme vous le connaissez, puisqu'on se connaît très bien. Peintre, peut-être que ma peinture... mais je peins depuis l'âge de 6 ans, avant cette histoire, depuis toujours. Mais je suis ce que je suis. Je pense avoir reçu une éducation pas mauvaise malgré tout, mais je n'aurais pas dû être ce que je suis. Si j'avais vécu avec mes parents, peut-être que j'aurais été mieux, moins bien, mais ce qui est sûr, c'est que je n'aurais pas été ce que je suis. J'aurais été complètement différente, par mon éducation, par ma culture, partout. Là, je pense qu'on a quelqu'un qui est au téléphone, qui aimerait nous parler, c'est ça? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Vous souhaitiez parler avec Madeleine Testiller? Oui, tout à fait, parce que je voulais lui demander un conseil. Comment elle explique qu'elle est différente, puisqu'elle ne peut pas comparer, elle peut que imaginer la discussion, le développement qu'elle aurait eu avec ses parents. Et c'est intéressant de savoir comment on arrive à se développer quand même dans une autre manière, dans une autre direction, comme elle l'a fait. Et c'est souvent bien, avec parfois des moments difficiles, mais c'est souvent bien, et c'est mieux en tout cas que si elle s'était laissée faire. Certainement, mais je ne sais pas si vous téléphonez d'Israël ou de France, mais en Israël, nous avons une phrase, Ein brera. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix. Je pense que là, j'y étais quand même pour beaucoup. Que j'ai pas été peut-être aussi traumatisée que certaines personnes qui étaient peut-être adolescentes ou adultes, qui étaient beaucoup plus difficiles. D'ailleurs, il est prouvé que dans les camps de concentration, les pères de famille ou les mères de famille résistaient beaucoup moins bien que les jeunes qui n'avaient pas de passé derrière eux. Donc ils avaient moins de souvenirs. Donc pour moi, c'était la même chose. Je peux pas dire que... Bon, c'est difficile à expliquer, mais ce que je sais, c'est que je n'aurais pas été ce que je suis, c'est sûr. Différente. Peut-être mieux ou moins bien, c'est un point d'interrogation. Mais j'aurais été certainement beaucoup plus juive peut-être, ou peut-être non, j'en sais rien. J'aurais eu une éducation plus juive, ça c'est sûr. Là, j'ai reçu les deux, en fin de compte. Non, peut-être plus catholique que juive. Vous me disiez, vous connaissez toutes les prières. Toutes les prières en français et en latin, ça, il n'y a pas de problème. Vous ne semblez pas surprise par cet appel, mais vous n'avez peut-être pas reconnu la voix? Non. Et je crois qu'il s'agit de monsieur Boris Cyrulnik au téléphone. C'est pas vrai. C'est pas possible. Oui, votre témoignage m'intéresse parce qu'il confirme tout ce qu'on dit, qu'on peut reprendre un bon développement, mais que c'est pas le développement qu'on aurait eu. Et comme vous l'avez dit vous-même, il aurait peut-être été mieux, moins bien, mais il aurait été à coup sûr différent. Ah, c'est sûr. Mais après un traumatisme, quand on a été bien sécurisé par ses parents dans les premiers mois de la vie, on résiste mieux au malheur.
Et à ce moment-là, on peut reprendre un autre développement qui parfois est bien et parfois est difficile, comme pour tout le monde. Et c'est ce que vous avez expliqué. Donc c'est bien, on est d'accord, on est totalement d'accord. Mais il y a quand même autre chose. Je pense que je suis rarement naturelle. Je suis toujours sur mes gardes, j'ai toujours peur. On m'a tellement dit, ne parle pas, ne dis pas, sois bien. En fin de compte, c'est un espèce de masque que j'ai eu toute ma vie et que j'ai probablement encore, que je n'arrive pas à être suffisamment décontractée pour dire ce que je dois dire. Il faut toujours que je fasse attention à ce que je dise pour pas vexer, pour pas froisser. Et je suis assez vite froissée moi-même quand on me fait mal. Mais j'ai du mal à répliquer parce que je sais qu'il faut pas que je parle. Et oui. Et alors, tous les enfants cachés ont cette réaction, puisqu'ils sont cachés et ils restent cachés en grande partie toute leur vie. Oui. Même si on leur donne la parole, ils ont appris à être cachés quand ils étaient enfants. Et ils ont, comme vous dites, alors moi je ne dirais pas un masque, je leur dirais une vigilance. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Tout à fait. Alors c'est pas un masque, mais il faut faire attention. On est sur nos gardes, comme vous l'avez dit vous-même. Tout à fait. Tout à fait. Mais je suis assez troublée par la situation qui se passe actuellement. Et j'aurais pas pensé de mon vivant encore pouvoir ressentir cette situation, cette espèce d'épée de Damoclès que je n'ai plus puisque je vis en Israël. Souvent, mes amis qui sont restés en France me posent la question. Tu n'as pas peur en Israël, vous êtes entouré de ceci, vous êtes entouré de cela. Et je leur réponds, il peut arriver beaucoup de choses en Israël, mais je sais qu'on fera tout pour moi, pour me protéger. C'est ça. C'est-à-dire qu'Israël joue cette fonction de sécurité que ne joue plus la France. Dans la réalité, ça ne veut pas dire que vous êtes mieux protégé en Israël qu'en France, mais dans la protection, vous avez raison, les gens qui vivent en Israël, ils ont une police, ils ont une armée, il y a une solidarité qui vous protégera et qui existe moins en France maintenant. Moi, je crois qu'une balle, bien entendu, me blesserait, une balle de n'importe quelle arme, mais sale juif me blesse beaucoup, peut-être plus. Oui. Et là, on me dira pas sale juif. Non, je pensais pas, moi aussi, avec l'âge, je pensais pas retrouver ces problèmes de notre enfance. Et effectivement, ils réapparaissent avec les mêmes mots, avec les mêmes interprétations antisémites. J'étais l'autre jour à Gaza, où j'ai été très bien accueilli, et une universitaire marocaine a dit « Mais expliquez-moi pourquoi les Juifs provoquent des guerres partout où ils passent. » Alors je lui ai dit, mais c'est peut-être le contraire, c'est l'argument d'Hitler qui, quand il a déclaré la guerre aux États-Unis, disait c'est une guerre défensive contre le complot juif. C'est-à-dire que vous retrouvez exactement les mêmes arguments. Tout à fait, le même schéma, tout à fait. Le même schéma. Tout à fait. Et oui, j'étais vraiment, je ne pensais pas avoir à vivre ça une fois encore. Et oui. Et quel serait votre message aux nouvelles générations ? Oui, Madeleine ou Monsieur Cyrulnik ? Pour ma part, je pense que le fait qu'Israël existe et le fait que les Juifs soient vigilants fait qu'on pourra encore les attaquer, mais ils se défendront, ils seront armés pour se défendre, alors que la plupart des Juifs qui ont été déportés, la rafle du Veldiv, les Juifs ont été naïfs. Ils se sont souvent rendus au commissariat parce qu'ils s'estimaient bons Français. Et ils ont été arrêtés par la police du pays pour lequel ils combattaient. C'est-à-dire que c'était une véritable trahison. Alors ça sera plus difficile maintenant parce que les Juifs sont sur leur garde et ça sera plus difficile. Mais il y a des gens qui pensent à faire revenir cette horreur. Je dois dire que moi, je suis personnellement fatiguée de toujours me disculper. Et je pense qu'on devrait faire au contraire une thèse en voyant ce que les Juifs ont fait, toujours travailler. Chaque génération a été obligée de recommencer à zéro. C'est la première génération qui profite un peu du bien-être de leurs parents, du travail de leurs parents. Chaque génération a recommencé à travailler. Au contraire, on devrait donner ça en exemple pour la ténacité, le courage,
Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Je pense que c'est une minorité, que c'est très facile de taper sur une minorité, mais qu'ils arrêtent, on est vraiment fatigué maintenant, ça commence à bien faire. Oui, oui, je pense comme vous. On est d'accord. Alors, j'ai vraiment été très heureuse de parler avec vous, et pour moi c'est vraiment un miracle extraordinaire. Non, c'est un plaisir. Vous m'avez appris beaucoup de choses, vous avez confirmé aussi beaucoup de choses. Écoutez, si vous avez besoin encore de développer, je suis vraiment à votre disposition. Eh bien, quand je viendrai en Israël, je vous téléphonerai. Avec un grand plaisir. Voilà, soyez heureuse dans ce beau pays. Je vais essayer de faire tout mon possible. Merci Boris Cyrulnik. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Madeleine? Écoutez, vraiment, j'ai émis un vœu, et puis ce vœu s'est exaucé, je ne sais pas comment le prendre. Ben voilà. Il y a des bonnes choses qui se passent de temps en temps, alors si on peut aider. Alors j'ai dû vous interrompre parce qu'en fait je savais que M. Cyrulnik devait partir dans votre récit, mais je voudrais qu'on y revienne. Donc vous étiez arrêté à votre mère qui était en cuisine et qui pouvait vous apporter plus de nourriture que les autres. Et puis ça a duré quelques jours, toujours pareil, à gambader, à s'amuser. Bien entendu, là, l'époux commençait à faire leur apparition. Les femmes se battaient pour une bassine pour pouvoir laver la tête des enfants. Et dans tout ce chaos est arrivé un jour une missive, probablement, on a convoqué ma mère pour lui dire qu'elle était libre. Pourquoi elle était libre? Parce que justement, cette usine où elle travaillait avait demandé que ma mère revienne de façon à pouvoir travailler. Donc j'ai les papiers de la libération du camp de Bonne-la-Rolande. Sur ces papiers, il y a écrit libération de Madame Reymann avec les enfants et tout. Et dans un coin, il y a écrit possibilité de continuer à... Exactement la phrase. Possibilité de rester 1 heure après le couvre-feu. Parce qu'en fin de compte, nous sommes arrivés à la gare d'Austerlitz, probablement 1 heure après le couvre-feu, et on nous a donné l'autorisation de circuler dans Paris, et j'ai ce tampon sur ce papier d'origine, quoi. Mais j'ai pas très bien compris pourquoi vous n'avez pas été déporté comme les autres. Mais parce que justement, ma mère, quand je vous ai dit, n'avait pas redonné le téléphone. Elle avait téléphoné à cette usine où elle travaillait en leur disant « Vous m'avez promis de sauver mon mari, vous n'avez pas sauvé mon mari, sauvez-moi, moi et les enfants. » Donc, ils ont fait le nécessaire pour sauver ma mère et les enfants. L'employé, en fait, lui donner du travail. Absolument, une employée. Employée. Et donc, ils ont parlé avec la police, c'est ça? Probablement. Probablement. Ce qu'ils ont fait exactement, je ne sais pas, mais c'est miraculeux. Je crois que c'est un cas unique. Donc, quand nous sommes arrivés à Paris, après ce fameux couvre-feu, ma mère a continué à travailler un peu pour les Allemands. Bien entendu, il fallait qu'elle justifie. Et elle nous a envoyés toujours en nourrice, plus à Pithiviers, puisque ce monsieur-là avait peur de nous garder. Mais par la suite, nous sommes retournés à Pithiviers. Et là, nous avons été en nourrice à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Je pense que c'est Lozé qui nous a fait rencontrer certaines familles. Je ne pourrais pas le dire exactement, mais disons qu'à 80%, je pourrais dire que c'était Lozé. Donc, nous sommes arrivés à Vendôme, et nous sommes arrivés à Vendôme jusqu'à la libération. Nous avons été libérés à Vendôme. Donc, il y avait ma sœur, Arlette, moi, et ma mère est venue nous rejoindre quelques semaines après avoir travaillé pour les Allemands, puisqu'elle ne voulait pas le faire, c'était uniquement pour pouvoir faire sortir mon père. Et quand elle s'est aperçue qu'il n'y avait rien à faire, donc elle est venue nous rejoindre à Vendôme. D'accord. Et donc vous êtes resté environ 3 ans là-bas? Oui. 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 Et vous étiez caché là-bas aussi?
Non, pas caché. Je m'appelais toujours Madeleine puisque je m'appelle Madeleine. Au lieu de m'appeler Rayman A2N, je m'appelais Raymond A-N. S'ils avaient voulu vraiment regarder, ils auraient pu. Très bien, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sont fait repérer avec des noms moins visibles que celui-là. En fin de compte, après la guerre, nous nous sommes aperçus que dans la région de Vendôme, Loiret, Pezou, Frédeval, enfin aux environs de Vendôme, il y avait beaucoup d'enfants juifs qui ont été cachés. Et nous nous sommes retrouvés après la libération en disant « Mais je ne savais pas que tu étais juif, je ne savais pas que tu étais juif. » Nous étions tellement conditionnés à ne pas parler que même s'il y avait des soupçons, on ne parlait pas. D'accord. Et vous continuez à aller à l'église ou non, je vais plus. Je vais à la synagogue. Non, pas maintenant, mais je parle à l'époque. À Vendôme, bien entendu, Vendôme. Je vais à la synagogue, je vais au patronat, je vais tout. Je porte ma croix, tout. Une bonne petite catholique. Ah ben oui, il fallait jouer le jeu quand même. Il fallait jouer le jeu, c'était un minimum. Et il y en a beaucoup qui ont joué le jeu et qui ne sont pas passés entre les mailles du filet. C'est une chance. Et donc, à la Libération, vous êtes revenu à Paris ? Alors, à la Libération, ma mère nous a renvoyés directement à Pithiviers de retour. Parce que l'appartement qui était l'appartement de mes parents était occupé. Donc, on ne pouvait pas rentrer dans cet appartement. Donc, ma mère a vécu, je ne sais pas comment, à Paris, le temps de récupérer l'appartement. Et en attendant, nous sommes retournés à Pithiviers. Cette fois-ci, plus à l'église, mais toujours dans cette famille où ce monsieur avait été arrêté après la guerre, bien entendu, puisqu'il travaillait dans le camp, et ma mère a témoigné comme quoi il avait sauvé des enfants juifs et même d'autres juifs qui étaient cachés à Pithiviers. Et est-ce que vous aviez encore l'espoir de revoir votre papa ? Toujours. Oui. Toujours. Pendant des années, j'ai eu l'impression qu'il était peut-être parti en Russie. Disons que j'étais une petite fille, comme beaucoup de petites filles, très amoureuse de mon père. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. C'était le plus beau. Et vous avez eu des nouvelles par d'autres déportés, peut-être ? Je suis en possession, quelque chose de très très rare d'ailleurs, parce que beaucoup de gens disent que mon père ou mon mari est mort à Auschwitz sans vraiment avoir de traces. Moi, je suis allée à Auschwitz pour voir ce que je pouvais trouver, et j'ai trouvé une trace comme quoi mon père est mort en 1942, novembre, si mes souvenirs sont exacts. En novembre 1942, aux Rivières, c'est-à-dire à l'hôpital du typhus, je suppose, qu'il travaillait dans les Canadas, c'est-à-dire qu'il déchargeait les wagons. Et j'ai le certificat de décès, donc j'ai demandé comment se fait-il que j'ai le certificat de décès. On m'a dit jusqu'en 1942, on pouvait encore avoir des certificats de décès. Après 1942-1943, au moment de l'arrivée des Hongrois, ils ont cessé de faire des certificats de décès étant donné que les fours crématoires travaillaient au maximum et qu'ils n'enregistraient plus. Mais moi, je l'ai, ce certificat. Et j'ai fait d'ailleurs un grand tableau où j'ai mis tous les documents dessus en collage avec différentes choses pour pouvoir avoir un souvenir de ce qui s'était passé. D'accord. Je crois qu'ensuite, votre maman est décédée en 1946 ? Ma mère est décédée en 1946, tout de suite au début de la libération, quelques mois après la libération, en laissant 2 enfants. À l'époque, les gens étaient assez durs, chacun essayait de travailler à sa façon. Mon père, qui avait quand même pas mal réussi, avait des ouvriers. Je suis allée taper à la porte des ouvriers. Ils n'ont pas voulu m'engager. Et j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Dans quel domaine ? Alors, j'avais un tuteur. Déjà, à l'époque, j'étais petite artiste. Donc, je voulais minimum faire photographe. Donc, j'ai dit à mon tuteur que je voulais être photographe. Il m'a dit, quoi, photographe, c'est pas un métier. Tu seras fourreur comme ton père. Donc, j'ai pleuré. Il m'a mis à la machine et j'ai commencé à apprendre le métier. 13 ans, je suppose que c'est l'enfance tout d'un coup qui s'en va à ce moment-là. C'est l'enfance qui s'en va,
Et l'incompréhension, parce que je vois d'autres enfants qui ont encore des parents. J'ai été pratiquement adoptée, c'est eux qui m'ont sauvé la vie, je dois le dire. Étant sioniste vraiment bleu-blanc, c'est quand même les communistes qui m'ont sauvée. C'était une organisation qui s'appelait l'UJRE, qui était au 14 rue de Paradis, et qui s'occupait des enfants plus ou moins en errance comme ça. Donc on nous a envoyés en colonie de vacances à chaque fois, gratuitement. J'ai commencé à apprendre vraiment le yiddish là-bas, à chanter en yiddish, et ça a été ma famille. Tous les week-ends, il y avait des organisations, des brigades, on nous appelait pas les enfants, on nous appelait les jeunes, bien endoctrinés, bien entendu, puisque je vendais l'humanité et l'avant-garde devant le métro. Mais ça a été une famille extraordinaire, et je les remercie encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, vous saviez que vous étiez juive et j'ai toujours su que j'étais juive. Toujours. Et donc, vous ne le cachiez plus non, après la guerre. C'était une organisation juive, l'UJR. Voilà. C'était une organisation juive. Non, parce que certains ont continué à cacher leur identité, même après la guerre. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je me suis mariée avec un juif, j'ai fait toutes les fêtes à ma façon, mal fait. Tout de suite, la première année, je n'ai pas mangé pour Kippour. Je suis une juive à ma façon, disons. Mais je suis juive, bien entendu. Mais quand même, un petit peu traumatisée quand même. Il y a quand même quelque chose, et je déteste qu'on critique les religions. Je ne veux pas qu'on critique la mienne, je ne veux pas qu'on critique les autres non plus, quoique je ne crois pas du tout en rien du tout. Rien, je ne peux pas croire. Je ne suis pas croyante du tout, à part ce que j'ai sur le dos, je ne peux pas être croyante. Parce qu'il faut vous dire que le petit garçon, qui s'appelait Lazare, et la petite fille, ont été déportés. Et nous étions dans le même lit, et nous habitions au 114 rue du Temple ensemble, et eux ne sont jamais revenus. Et j'ai les photos de ces enfants. Donc j'aurais dû être comme eux. Donc je ne peux pas croire. Pourquoi Régine, à 3 ans, n'est pas revenue ? On comprend votre douleur et votre révolte aussi par rapport à tout ça. Je n'arrive pas à comprendre comment un être humain peut faire du mal à ce point-là à un être humain. Je comprends la haine, c'est une chose naturelle, mais quand même, trop c'est trop. On ne fait même pas ça aux animaux, ce qu'ils ont fait avec nous. Hors antenne, là, vous m'avez dit que vous n'avez pas compris en fait ce qui s'est passé avec Boris Cyrulnik. Vous pensiez que c'était un auditeur qui appelait ? Tout à fait. J'ai eu vraiment cette agréable surprise, et en réalité, j'ai eu, à part mon mari, bien entendu, 2 hommes que j'aurais voulu rencontrer. Dans ma jeunesse, c'était Joseph Kessel. Je trouvais qu'il avait une vie extraordinaire, très intéressante. Et maintenant, c'est Cyrulnik. Et j'ai eu la joie de parler maintenant, avec Cyrulnik. Maintenant, pour Joseph Kessel, c'est trop tard. C'est un peu trop tard, oui. Et je crois que pour Boris Cyrulnik, ce n'est que le début, puisqu'il a dit qu'il vous appellerait. Ou peut-être. Viendra en Israël. Je suis à sa disposition. Il faut faire vite quand même, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Les survivants, il n'y en a plus beaucoup. Et pourquoi vous l'appréciez autant ? Parce qu'il dit des choses, d'abord simplement, et des choses qui me touchent, des choses que je ressens, et avec une sérénité, un calme qui m'impressionne. C'est surtout la façon dont il le dit, puis il a une bonne tête en plus. Mais la façon dont il dit les choses, c'est sans prétention, c'est... Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous comprend plus que les autres ? Du fait peut-être qu'il a été lui-même enfant caché ? Je pense que tous les enfants cachés ont un ressenti que les autres ne peuvent pas ressentir, comme les déportés ont un ressenti que personne ne peut ressentir. Je pense que oui. Chaque enfant caché doit ressentir certaines choses que les autres ne peuvent pas ressentir. Mais lui, quand même, il a fait une carrière exceptionnelle. Wiesel aussi, d'ailleurs. Pizarre aussi. Tout ça, ce sont des enfants déportés qui ont réussi brillamment. D'autres
Kanovitch, enfin plein, il y en a plein. Votre mari disait ça aussi, que personne ne pouvait comprendre, ceux qui n'avaient pas été là-bas ne pouvaient pas comprendre. Mon mari disait, effectivement, mon mari, quand il a commencé à écrire son livre, on lui disait « Mais pourquoi vous n'avez pas parlé ?» Il disait toujours « Mais moi j'ai toujours voulu parler. C'est vous qui ne vouliez pas m'écouter ?» Ce qui est vrai. Et il disait une chose assez rare, que j'ai entendue que chez lui, à propos des capots. Il disait que, bien entendu, il avait beaucoup souffert des capots. Il y en avait beaucoup qui se conduisaient d'une façon épouvantable et que ça faisait des fois plus mal que les Allemands eux-mêmes, puisque c'était quand même des gens assez proches d'eux. Mais il disait aussi qu'il comprenait que pour un morceau de pain, on pouvait arriver à être capot. Et il disait aussi, moi je n'étais pas un colosse, mais j'avais tellement faim que peut-être que si on m'avait demandé d'être capot, j'aurais pu vendre mon âme et être capot. Donc on ne peut pas jeter la pierre au capot. On ne peut pas juger. C'était tellement... En fin de compte, cette déportation, ce que je reproche personnellement, c'est personnel. Je pense que c'était quelque chose de terrible. Mais le plus terrible, c'est d'avoir fait à ce que des hommes ne soient plus des hommes. Et ça, surtout chez nous, c'est très très important. Un homme, on est toujours élevé dans le bien, de se bien conduire. Et avoir réussi à faire cette chose-là, c'est quelque chose de machiavélique. Et c'est pour ça que c'est important le témoignage. C'est un peu tard quand même. Il y avait encore pas mal de survivants et personne ne voulait les écouter. Maintenant que les plus jeunes ont 70, 75 ans, 80, on commence à vouloir écouter, mais il y en a beaucoup qui auraient pu témoigner des choses très importantes et qui n'ont pas pu témoigner parce qu'on n'a pas voulu les écouter. Même encore actuellement, quand on aborde des fois le sujet de la Shoah chez nous, les Ashkénazes, assez souvent malheureusement, mais il y a un certain milieu qu'on dit, où on entend « Oh, ça suffit avec la Shoah ». Eh bien non, ça suffit pas, parce que la Shoah, elle se prépare. Donc il faut être vigilant. Ça se prépare pour les Juifs, mais aussi pour d'autres peuples. Depuis, il y a eu d'autres génocides, différents dans l'ampleur, différents dans c'est tragique, c'est tragique. Mais je crois que rien n'est comparable à la Shoah. Je ne veux pas mettre en balance. Il y a certains de nos amis qui disent oui, ils se plaignent tout le temps, ils veulent toujours que ce soit plus. Mais je pense que l'esclavage a été quelque chose d'épouvantable. Le génocide Hutu, Tutsi, toutes ces choses-là, ce sont des choses épouvantables. Mais 6 millions les uns derrière les autres, quand on pense à la Shoah par balle, faire la queue pour être tué en voyant ses parents et savoir que le prochain c'est vous-même. Enfin, on ne peut même pas imaginer des choses pareilles. On ne peut pas imaginer. C'est inimaginable comment des hommes ont pu imaginer des choses comme ça. Et il y en a très peu qui ont payé. Très peu. Très peu. Ils ont continué à vivre leur belle vie, la plupart. Et vous avez rencontré votre mari en quelle année ? J'ai rencontré mon mari, j'avais 16 ans. À 17 ans, j'étais mariée à peine, avec une dispense. Et nous avons formé un couple sérieux. Et qui venait lui aussi d'une famille polonaise. Mon mari était d'origine polonaise. Il est arrivé en France après avoir été 4 ans. Je sens qu'il y a un peu trop d'émotions. Vous voulez qu'on fasse une pause musicale peut-être ? Oui. Et on reprend un petit peu. On va passer une chanson de Chirel, qui est, je crois, une amie à vous, pour vous faire plaisir. Et on reprendra après. Là où le soleil se change en larmes, où les oliviers ont tant de charme, là où les murs de pierre se légendent, pour ceux qui viennent y cueillir, y mendier une offrande.
Jérusalem, je suis venue tant de fois redire ce poème à ces femmes voilées depuis Mathusalem. Il y a quelque part un Dieu qui prie, qui nous aime. Il y a quelque part un Dieu. Là où mon prénom a pris racine, au cœur du désert qui se dessine, là où la frontière devient si mince que personne n'entend plus les paroles du petit prince. À Jérusalem, je suis venue tant de fois redire ce poème à ces femmes voilées depuis Mathusalem. Il y a quelque part un Dieu qui prie, qui nous aime. Il y a quelque part un Dieu, et qu'il s'appelle Mohamed, Jésus, Bouddha ou Vishnu. Il y a toujours un Dieu qui voit ce que l'on fait. À Jérusalem, je suis venue tant de fois. Voilà, alors on vient d'écouter Chirel, sa belle chanson Jérusalem. Je crois que vous aimez particulièrement Chirel. Chirel, c'est très difficile d'en parler, étant donné que c'est la famille que je me suis choisie, en fin de compte. Il y a de la famille qui est acquise, et en fin de compte, j'en ai pas, à part une sœur et une nièce, mais de lien direct, je peux pas dire tonton, tata, grand-mère, j'ai jamais connu ça, je ne sais pas. Et en fin de compte, je crois que j'ai trouvé une famille en Chirel et sa famille. On avait commencé à parler de votre mari, et aujourd'hui c'est justement l'anniversaire de son décès. Par hasard, il faut le dire. Hasard, voilà. Par hasard. Et comme dirait le mari de Chirel, Bernard, que j'aime énormément, il n'y a pas de hasard. Oui. Alors, peut-être que c'est lui qui a raison, j'en sais rien. Alors, vous m'avez raconté votre rencontre avec Joe Testiller. Alors, c'est pas très romantique, en fin de compte, mais peut-être que c'est grâce à mon tuteur que j'ai rencontré mon mari. S'il n'avait pas fait de moi une foureuse, que je ne voulais pas être, je n'aurais pas rencontré mon mari. Je l'ai rencontré dans un atelier où nous travaillions l'un en face de l'autre. Lui était à une machine et moi j'étais à une autre. Lui travaillait bien et moi je travaillais très mal. Et lui venait m'aider parce que je travaillais très mal. Je trouve ça très romantique de se rencontrer au travail devant une machine à coudre. Comme tout à l'heure à Imbrera, c'était ça. C'était comme ça. Enfin, il y a des endroits quand même plus romantiques. D'accord, et ce fut le coup de foudre tout de suite. C'était un garçon qui était beau comme un dieu et qui parlait à peine le français parce qu'il avait été déporté de Pologne et un survivant des camps de concentration, 4 ans dans un camp de concentration, très très rare un survivant. Il est rentré très jeune, il est rentré adolescent, il est sorti à l'âge de 18-19 ans, j'en sais rien. Il est sorti un petit homme, peut-être même un peu plus vieux, j'en sais rien exactement. Je suis un peu ému là pour faire mon calcul exactement. Il est rentré, je crois, un peu après la bar mitzvah. Il a quand même fait sa bar mitzvah en Pologne. Donc il est arrivé en France, il parlait à peine français, mais bon... Il n'avait pas tellement besoin de me parler parce qu'il était très beau. D'accord, vous êtes mariés donc rapidement. Ah oui, très 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 rapidement. Un miracle parce que dans un mariage, des fois ça tombe bien, des fois ça ne tombe pas bien, surtout actuellement. Je pense que nous avons été un couple fusionnel. Et donc ça a été une histoire de combien d'années Oula, beaucoup. On compte plus. On compte plus. Et vous avez donc ouvert un magasin ensemble et puis... Nous avons d'abord continué à travailler dans cet atelier. Puis un beau jour,
Comme je disais tout à l'heure, ça devrait servir d'exemple. Mon mari a dit c'est terminé, nous ne travaillons plus, nous travaillons à notre compte. Et nous étions d'accord tous les deux. Donc, à travailler chez les autres, nous gagnions très bien notre vie. Et à travailler pour nous, ça a été la misère pendant très, 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 très longtemps. Il a fallu s'accrocher. Parce que quand on n'a rien, on ne vous donne rien. Une fois qu'on commence à avoir un petit peu, les gens vous prêtent. Mais au départ, quand vous n'avez rien, et qu'à 16 ans et demi, on vous demande des certificats d'antériorité et que vous n'avez que 16 ans et demi, vous ne pouvez pas les donner. Pas de parents pour faire des garanties. Donc ça a été la vache maigre pendant très longtemps, à tel point que je me souviens, ma mère nous avait laissé de l'argenterie, c'était du métal argenté, des cuillères, des fourchettes, enfin toute une ménagère. Et nous étions tellement au bout du rouleau que je suis allée au monde chez ma tante, qu'on appelait ça. C'était pour qu'on nous prête un peu d'argent sur cette ménagère pour pouvoir manger. Et bien entendu, quand je suis arrivée, le mont-de-piété, voilà, ça me revient. Le mont-de-piété était fermé. Je suis rentrée à la maison et le lendemain, nous avons trouvé du travail et nous avons pu nous nourrir pendant un moment. Donc, cette ménagère n'a jamais été au mont-de-piété, mais pour vous dire à quel point il a fallu se cramponner pendant des mois et des années, jusqu'à temps qu'on finisse par avoir un peu. Avec un peu, on nous prête le double. Et avec le double, on nous prête le double du double. Et nous avons formé une affaire très, très, très sérieuse. Et une très, très belle affaire. Une formidable histoire donc, de réussite. Une histoire juive, c'est tout. Simplement. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Mais il fallait travailler. Nous n'avons jamais demandé de subvention à personne. Et alors, votre mari a écrit un livre, justement, sur sa vie, qui s'appelle « Les enfants de Slavkov ». Slavkov. C'était son shtetl. Voilà, une jeunesse dans les camps nazis. On peut se le procurer encore, ce livre On peut se le procurer, et il l'a écrit d'une certaine façon. Disons que lui, ce n'était pas un héros, c'était un anti-héros. Il n'a jamais voulu dire qu'il a été un héros, et il l'a écrit de telle façon qu'il avait retrouvé sa mentalité d'enfance. Il n'a pas voulu l'écrire comme un adulte, il a voulu l'écrire le ressentiment d'un enfant qui part dans les camps de concentration. Et ce livre a été édité par Albin Michel. Et après, il a obtenu le grand prix du livre du mois, parce que ça s'est très bien vendu. Et bon, il a été content de pouvoir témoigner. Et il disait à chaque fois, je ne suis pas un écrivain, mais il faut témoigner, il faut que ça se sache. Donc, on rappelle le titre, c'est l'auteur d'abord Joe Testiller, Les enfants de Slavkov, une jeunesse dans les camps nazis, chez Albin Michel. Bien entendu, et ce n'a pas été édité à compte d'auteur, ce qui est assez rare. La plupart des livres sur la Shoah sont édités à compte d'auteur. D'accord. Donc, on vous invitera peut-être pour en parler de façon plus détaillée, comment il a survécu. Bon, là, c'est pas notre propos, puisqu'aujourd'hui, on voulait parler surtout de vous. Oui, alors, je suis un peu surpris parce que, comme je le disais au début de l'émission, on se connaît bien. Et puis, on parle d'habitude de peinture, on parle des choses de la vie, disons. J'avais jamais senti cette douleur, parce que vous rayonnez vraiment de joie de vivre. On parle toujours de ce que vous allez faire cette semaine, de vos amis, de vos... Je ne sais pas. Je ne pensais pas dégager ça. Je pensais au contraire... dégager une espèce de nostalgie, mais je suis très contente que les gens puissent... Et puis de toute façon, ça ne sert à rien, pleurnicher. De toute façon, ça éloigne les gens. Je pense qu'il faut pas trop embêter les gens. Quand on vous interroge, il faut parler, mais sinon, ma foi. Mais vos peintures et vos sculptures sont aussi très gaies, pleines de couleurs. Oui, je ne sais pas, j'analyse pas non plus. Pourquoi ? Disons que j'ai été figurative comme tout le monde. Après, j'ai été cubiste et maintenant je suis abstraite. Je ne travaille que des grands formats et je travaille avec tout mon corps et debout. Donc, il faut que je sois debout. Je travaille minimum 4-5 heures par jour et d'affilée.
et je ne peux pas travailler avec mon poignet. Il faut que je travaille avec tout mon corps. Et souvent, il y a beaucoup de couleurs. Oui, souvent, il y a beaucoup de couleurs. Mais c'est un gestuel, en fin de compte. C'est une écriture. Ah, je crois que vous êtes de nature quand même optimiste, on va dire. Et vous avez rencontré beaucoup de déportés? Je ne sais pas beaucoup à partir de combien, mais... Mais plus pessimistes? Ah oui, j'en ai rencontré. Ouais. Moi, j'admire toujours, moi je n'ai pas été déporté, on ne peut pas appeler ça une déportation. C'est un traumatisme important. Mais j'admire toujours les déportés qui sont sortis, comme mon mari et d'autres, et qui ne sont pas devenus des assassins. Ils auraient pu être des assassins. On parle, entre guillemets, des banlieues qui n'ont pas eu d'éducation, qui n'ont pas eu... Je pense que l'éducation qu'ont reçue les jeunes en déportation, il n'y a pas pire. Ils auraient pu, en sortant des camps, tuer, ne pas travailler, devenir des délinquants. Et la force de notre peuple, c'est justement de retomber sur ses pieds et de continuer à travailler. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on analyse les gens qui sont sortis des camps, il y en a très peu qui se sont vengés. Peut-être que c'est ce qui dit... certaines personnes disent « oui, ils se sont laissés faire ». Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est parce que nous n'avons pas de vengeance en nous et nous portons notre paquet, notre passé sur le dos. C'est ce qui nous rend peut-être des fois, certaines fois, les Ashkénazes nostalgiques. Mais ces gens-là, je les admire parce qu'ils se sont mis au boulot, au travail, et ils auraient pu tous être des assassins. Et il y en a beaucoup qui ont repris leurs études. Et c'est extraordinaire. Il y a eu aussi une pièce, une comédie musicale qui a été faite sur la vie de votre mari. Oh, c'est une pièce qui a fait courir tout Paris. Beaucoup de gens ont vu cette pièce pendant des années, jusqu'à l'Olympia. Elle a été jouée. Elle a commencé au Trévise en passant par le gymnase et elle a terminé, peut-être pas encore terminée, à l'Olympia. C'est une pièce qui s'appelle Le sel et le miel, qui a eu un très très grand succès et qui a été fait par Bernard Bittan, que je considère comme plus que de la famille, et qui actuellement... J'ai connu Bernard Bittan il y a de nombreuses années, et qui par un heureux hasard forme un couple exceptionnel avec Chirel actuellement. Ils sont mariés tous les deux, j'ai été au mariage d'ailleurs. Ouais, c'est un petit monde alors tout ça. C'est un petit monde qui s'est regroupé d'une certaine façon et je dois dire que le Seder, tous les ans je le fais avec eux et qu'hier j'étais à la Mimouna. C'est donc votre famille adoptive. Et pour ceux qui voudraient voir un peu vos travaux d'artiste, vos peintures et vos sculptures, où est-ce qu'on pourrait... Il y a un site, Madeleine Testiller. Alors comment on écrit Madeleine Testiller? MADELEINE TESTYLER.com. C'est madelenetestiller.com. D'accord. Donc j'ai un atelier à Tel Aviv aussi, bien entendu. Et vous exposez parfois Bien sûr, j'ai exposé à plusieurs endroits, dont une exposition là, il y a à peu près un mois, où vous y étiez, mon cher. Eh oui. Également. Voilà. On recommande à tous ceux qui s'intéressent à l'art d'aller sur le site et de venir à vos expositions. Merci beaucoup pour ces mots d'espoir. Merci pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes toujours la bienvenue ici, à Radio Tel Aviv FR. Merci. Et pour présenter, j'espère, vos travaux, vos expositions. Malgré que je ne sois pas croyante, je pourrais dire j'espère que Dieu me prêtera vie et que je pourrai venir témoigner. C'est sûr, jusqu'à 120 ans. Ou 120, j'en demande pas tant. Merci Madeleine Testiller. À très bientôt. Shalom. Shalom.